Est-ce que vous voyez bien tout le monde? Oui, parfait. En fait, vous voyez, on a une petite présentation thématique, ça peut être un peu amusant. Aujourd'hui, effectivement, l'objectif de notre activité, c'était de prendre le temps de présenter la tarification sociale. Il y a des gens qui trouvent que c'est intéressant, mais ont besoin beaucoup de comprendre c'est quoi au juste la tarification sociale. On a prévu une activité exactement pour ça. Puis le but, c'est en fait, nous, au TRAC, je vais vous présenter dans un instant, on porte la revendication de la tarification sociale depuis notre fondement. Ça vous permet un peu de comprendre pourquoi il y a des organismes comme le TRAC qui portent ça, c'est quoi la tarification sociale, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, où c'est que ça existe, faire le tour, bref, avec vous de toutes les questions que les gens peuvent se poser. Marie-Soleil m'a présenté comme une experte de tarification sociale. Avec le temps, comme organisme, on s'est beaucoup renseigné sur cette question-là, puis aussi sur les autres mesures d'accessibilité financière. Mais je tiens à dire qu'on n'est pas des chercheurs universitaires, puis toute la connaissance, on l'a bâtie avec nos moyens du bord. On pense que, comme il n'y a pas tant de groupes qui s'intéressent à la tarification sociale, oui, on a une certaine expertise, mais on n'a peut-être pas réponse à toutes les questions, mais vraiment, on pense qu'on a quand même un bon contenu de qualité à vous présenter. On l'espère. C'est ça. L'idée de l'activité d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la tarification sociale, puis que surtout à la fin, que vous sentiez mieux connaissant et connaissante de cette mesure d'accessibilité-là pour le transport en commun, puis de susciter aussi le goût dans vos différents milieux, d'en parler plus, d'explorer la question de l'accessibilité financière, puis d'intégrer cette question-là des inégalités d'accès au transport en commun, parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent quand on pense au transport, on pense aux infrastructures, à la desserte, mais on ne pense pas à la question qu'il y a des gens qui peuvent ou ne peuvent pas embarquer. C'est important d'avoir un peu plus ça à l'esprit dans nos discussions publiques. On va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec le point de départ. On va se présenter un petit peu plus, puis vous permettre de où ça vient aussi cette question-là, cette préoccupation-là de tarification sociale chez nous, puis ailleurs aussi. Le TRAC, on est le collectif pour un transport abordable et accessible à Québec. En fait, on est un regroupement d'organismes communautaires et de groupes citoyens. On existe depuis à peu près 5 ans. On a été fondé à la fin 2016. Puis, on est vraiment réunis autour d'une question centrale, qui est l'accès au transport en commun pour les personnes à faible revenu de l'agglomération de Québec. Quand on dit agglomération de Québec, c'est grosso modo le territoire qui est desservi par le RTC, le réseau de transport de la capitale, ainsi que par le transport adapté, le SPAC. C'est ça, puis c'est vraiment cette question-là qui nous réunit tout le monde ensemble, puis d'où ça vient, pourquoi on trouve que c'est important de travailler sur cette question-là. Mais ça vient d'une enquête citoyenne qui a été faite par et pour les personnes en situation de pauvreté entre 2012 et 2016. Ça a été fait au sein d'un des organismes qui est un des organismes fondateurs du TRAC qui s'appelle le CAPMO. Le CAPMO, c'est le Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert. Puis, comment ça a commencé cette histoire-là? C'est qu'il y a des personnes en situation de pauvreté qui fréquentaient cet organisme-là, puis qui, à un moment donné, se sont mis un peu à discuter de cette question-là. Le prix d'autobus, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est juste nous? Est-ce que c'est un enjeu sociétal? On n'entend pas parler, on n'a pas d'informations nulle part. Et on décide de faire une démarche ensemble d'enquête citoyenne. Puis, à la fin, un peu, quand il y a eu les conclusions, on se sont rendu compte que c'était vraiment quelque chose, un enjeu sociétal, ça méritait d'approfondir puis de porter cet enjeu-là au-delà de juste un rapport d'enquête. Puis c'est de là qui a été fondé le TRAC. Qu'est-ce que, grosso modo, ça dit dans ce rapport d'enquête-là? C'est qu'effectivement, les personnes en situation de pauvreté qui ont été rencontrées puis qui ont participé à la démarche d'une façon ou d'une autre, qui ont trouvé que le prix, déjà à l'époque, des différents tarifs réguliers pour le système de transport en commun à Québec, c'était trop cher, c'était considéré trop cher en fonction de leurs moyens. Puis pour comprendre un peu ça, il faut se rappeler c'est quoi être une situation de précarité financière. C'est quoi? C'est des personnes qui ont un budget très limité pour subvenir à l'ensemble de leurs besoins de base, s'alimenter, se vêtir, se loger, tous les autres frais afférents qu'il y a dans la vie. Puis, le coût élevé du transport en commun, c'est un fardeau de plus à porter. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait une pression financière sur leur budget limité qui fait en sorte qu'au bout du compte, ils ne sont pas capables de défrayer l'ensemble des coûts de déplacement qui impliquent
qui implique se déplacer pour éventuellement combler l'ensemble de leurs besoins de base ou d'avoir accès à l'ensemble de leurs des opportunités de vie économique, sociale, culturelle qui pourraient se présenter à elles. Puis, cette enquête-là qui a été faite au sein du CACMO, mais c'est quoi les impacts principaux qui ont été documentés? C'est de l'insécurité alimentaire, la malnutrition, de la faim. Pourquoi, par exemple, une personne, quand elle va se déplacer en autobus pour accéder à un supermarché, le prix aller-retour du billet, c'est de l'argent que la personne ne peut pas investir dans sa facture d'épicerie, tout simplement, par exemple. La persistance de la pauvreté. On a eu des gens qui nous ont dit clairement qu'ils n'ont pas été capables d'accepter un emploi parce que, surtout un emploi au salaire minimum, par exemple, parce que le salaire qu'elle allait recevoir n'était pas assez élevé pour payer leur laissez-passer mensuel, des choses comme ça. Un manque d'accès aux différents services, c'est-à-dire les personnes souvent ne seront pas capables de se déplacer comme elles le veulent pour aller dans les services médicaux, les services communautaires, les services financiers, l'ensemble des services administratifs, les différents paliers gouvernementaux. Puis, c'est sûr que ça fragilise de façon générale leurs conditions de vie. La santé physique, par exemple, vous voyez là, le prochain point, des personnes qui attendent à la dernière minute pour consulter parce qu'elles ont peur de devoir payer un billet d'autobus pour rien, par exemple. C'est sûr qu'il y a des impacts à ce niveau-là ou des personnes tout simplement qui se privent d'aller consulter ou ou qui reportent des rendez-vous à cause du prix de l'autobus. Isolement et fragilisation de la santé mentale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent les personnes en situation de précarité financière, bien sûr, vous comprenez, là, on parle de personnes qui n'ont pas accès à des voitures puis que l'autobus, c'est pas mal leur seul moyen de transport pour se déplacer dans l'ensemble du territoire d'une ville. Ces personnes-là, à cause qu'elles n'ont pas beaucoup accès à un moyen de transport, elles se retrouvent isolées dans leur pâté de maison, leur quartier, selon leurs conditions physiques. Elles peuvent se déplacer plus ou moins loin, ce qui fait en sorte que si leur famille, leur réseau n'est pas proche de leur maison, elles ne peuvent pas se déplacer. Si les infrastructures d'activités ou les bibliothèques, les choses comme ça, ne sont pas à proximité de leur domicile, elles ne peuvent pas s'y rendre. Ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment un sentiment d'isolement qui est vécu par ces personnes-là. Puis, on l'a vu un peu avec la pandémie, là, comment le confinement, c'est difficile, mais ces personnes-là, des fois, se sentent confinées au sein de leur quartier. Puis pour les personnes, là, vraiment, qui ne sont pas directes, qui ne vivent pas sur les grandes artères principales, là, qui sont un peu plus dans des quartiers éloignés, c'est extrêmement difficile. C'est quand même la majorité des gens aussi. Puis, on comprend que tout ça, le manque d'accès aux différents services, aux différentes activités, aux différents loisirs, ça l'entraîne de l'exclusion sociale. Quelques témoignages, peut-être vraiment, au-delà pour pas que ça reste juste théorique, c'est des extraits de témoignages qu'il y a eu dans cette enquête conscientisante-là, mais c'est vraiment pas les seuls. Une personne, un monsieur qui nous a dit, par exemple, il est difficile d'épargner lorsqu'on est pauvre. On nous dit de courir les spéciaux, mais c'est pas économique si on doit dépenser plus d'argent pour se déplacer, par exemple. Une citoyenne qui nous a dit, j'aime faire du tricot. On peut comprendre que c'était pas mal sa seule activité sociale avec ses amis. J'ai des amis qui se rencontrent pour en faire dans les parcs de la ville et quand on se donne rendez-vous trop loin de chez moi à pied, ça arrive souvent que je ne peux pas y aller. C'est une personne qui est privée de son réseau social à cause des frais d'autobus. Un autre citoyen qui nous a dit, parfois le médecin nous demande d'aller prendre des prises de sang, de faire des radiographies, etc. Cela représente toujours des déplacements des endroits éloignés les uns des autres. On comprend que ce monsieur peut-être finit par débourser à chaque fois des billets d'autobus pour s'y rendre, mais après, à quel point c'est une pression financière pour son budget, puis qu'après, ça le limite à subvenir à l'ensemble de ses autres besoins après. Une dernière personne, une citoyenne qui a dit « Quand j'étais à l'école, j'achetais des billets de bus à l'unité par manque de fonds et je devais calculer mes trajets pour être certaine de pouvoir me rendre en priorité à mes cours en classe. C'était tellement stressant. » Fait que là, on a beaucoup le côté santé mentale, le fait de devoir gérer les dollars, les cents, qu'est-ce que ça peut provoquer quand on n'a pas accès à un moyen de transport de façon un peu plus autonome et récurrent. Fait que, ça nous met un peu dans l'ambiance. C'est quoi un peu les constats qui sont arrivés quand que les citoyens et citoyennes en situation de pauvreté ont réalisé cette enquête-là. Puis, juste pour terminer, quand on parle de qu'est-ce que c'est exactement les prix trop élevés du transport en commun, ça a plusieurs dimensions. D'abord, les tarifs en soi. Aujourd'hui, en 2021, au RTC à Québec, c'est presque 90 $ un laissez-passer mensuel, puis les billets à l'unitaire, c'est plus que 3 $. Fait que, c'est trop élevé.
faut se rendre compte que les personnes en situation de pauvreté ont souvent peu de réserves monétaires, c'est-à-dire que certaines pourraient essayer d'amasser un peu de montant à l'intérieur d'un mois pour avoir accès à une sorte de un laissez-passer hebdomadaire, des choses comme ça, mais comme elles n'arrivent pas à dans une période à avoir le montant, elles sont souvent obligées de fonctionner avec des billets d'autobus, puis on sait que, au bout du compte, les billets, c'est plus cher, ça revient plus cher au passage, puis en plus, ben, elles ont toujours un nombre de déplacements limité par rapport au fait d'accéder à un laissez-passer. Ensuite, il y a le prix des cartes opus. Présentement, à Québec, ça coûte 6 une carte à puce sans photo et 15 avec photo. C'est encore des frais supplémentaires pour les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Puis, il y a certains... je pense que les laissez-passer et les billets, on peut les avoir sur des cartes occasionnelles qui sont gratuites, mais il y a plusieurs autres titres que la Société de transport offre qui sont beaucoup seulement sur les cartes opus. Ça limite les choix disponibles pour les personnes en situation de précarité. Les modalités de correspondance. Présentement, au RTC, on a le droit de correspondre à l'intérieur du réseau pendant une période de 1h30 et à condition qu'on ne reprenne pas le même trajet, que ce soit pour continuer l'aller ou pour faire le retour. Puis ce qu'on s'est rendu compte, puis ce qu'on se rend beaucoup compte avec le projet de Femmes et Mobilité, c'est que ça pénalise de façon indue, les personnes qui fonctionnent avec des billets, c'est-à-dire souvent des personnes en situation de précarité, puis les personnes qui font souvent des déplacements avec des arrêts multiples. Puis c'est beaucoup le cas encore des femmes en situation de pauvreté, parce que, bon, tu sais, la société, elle est un peu ce qu'elle est. Puis, tu sais, l'Institut de la statistique l'a documenté, là, que les femmes assument encore beaucoup les tâches familiales et domestiques de façon prépondérante par rapport aux hommes dans notre société. Puis, fait que, tu sais, pour une femme qui doit, par exemple, tu sais, aller à l'épicerie après prendre le même trajet d'autobus pour aller chercher l'enfant à la garderie, puis après prendre l'autobus, aller à la pharmacie, puis après aller à la maison, mais dans le système actuel du système de transport en commun, si on fonctionne par billet d'autobus, c'est 3 passages différents. Fait que ça coûte à peu près 10 ou un peu plus. Puis si l'enfant n'est pas d'âge préscolaire, mais il est un peu plus vieux, un adolescent, quelque chose comme ça, on fait les commissions avec lui, là, il y a un autre coût aussi. Là, fait que, on double. Fait que, il y a ça qui pénalise de façon assez particulière les personnes en situation de précarité financière. Puis, il y a la pénalité à l'argent comptant aussi, c'est-à-dire que, on vous l'a dit, il y a des personnes qui ont vraiment très peu de réserves monétaires. Il y a certaines personnes qui réussissent à peine à amasser le montant d'argent nécessaire pour l'autobus quelques minutes, quelques heures avant de prendre leur trajet. Ces personnes-là ne peuvent pas aller chercher des billets au point de vente s'ils sont pas à côté, ils n'ont pas de téléphone non plus cellulaire pour charger instantanément sur leur téléphone. Puis, dans la plupart des sociétés de transport, les sociétés de transport essaient de décourager l'utilisation de l'argent comptant parce que ce n'est pas rentable pour elles. Mais la plupart des personnes qui paient à l'argent comptant, c'est des personnes justement en situation de précarité financière qui n'ont pas accès facilement à des billets ou des laissez-passer. Fait que, au bout du compte, les personnes en situation de précarité financière se retrouvent à payer plus cher un passage que des personnes qui ont des meilleures capacités financières et qui ont accès plus facilement aux billets puis encore mieux aux laissez-passer. Fait que c'est différentes dimensions qui font en sorte que le prix du transport en commun, ça peut être un fardeau pour les personnes en situation de pauvreté. Puis, au TRAC, on a constaté, en fait, les personnes qui sont à la fondation du TRAC, c'est avec toutes ces conclusions-là qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire avec cet enjeu-là. On ne peut pas juste, c'est vraiment un enjeu de société puis de conditions de vie pour les personnes en situation de pauvreté. Puis avec ça, on a développé une réflexion sur la place de la mobilité dans la vie des gens. La mobilité, c'est la capacité des personnes à se déplacer avec aisance et facilité entre leurs différents lieux d'activité, les activités publiques, les activités économiques, les familiales, privées, etc. Puis, au fond, la mobilité, c'est ce qui permet la réalisation des droits de la personne. Si on n'est pas très mobile, on ne peut pas s'alimenter comme il faut, on ne peut pas accéder à des bonnes opportunités d'endroit, on ne peut pas aller accéder aux services médicaux. Fait que la mobilité, c'est central, ce n'est pas juste un enjeu accessoire dans la vie de l'ensemble des citoyens et citoyennes. C'est juste que les personnes qui n'éprouvent pas de difficultés de transport ne s'en rendent peut-être pas compte à ce point-là, mais quand il y a un déficit de mobilité, on le réalise beaucoup. Puis, un peu avec tous ces constats-là, ça faisait aussi partie de la démarche d'enquête citoyenne, de réfléchir à, OK, au-delà du problème, c'est quoi les différentes solutions, c'est quoi les mesures d'accessibilité financière. Puis, ça a été étudié puis je pense que les gens à l'époque se sont vraiment arrêtés sur la tarification sociale, qui était jugée comme la meilleure mesure pour répondre aux problèmes d'accessibilité financière. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui.
Puis, c'est pour ça que le TRAC, ben, c'est cette solution-là qu'on porte depuis nos fondements. Fait que ça me fait plaisir pour moi aujourd'hui de vraiment vous la présenter un peu plus pour que vous puissiez comprendre maintenant c'est quoi puis comment ça fonctionne puis pourquoi c'est perçu comme étant une bonne solution. Fait que la tarification sociale basée sur le revenu, c'est son gros nom. C'est un tarif réduit au transport en commun offert aux personnes en situation de pauvreté. Ça peut être offert en fait, c'est offert sur des types de transport. Habituellement, c'est soit un seul, le laissez-passer, soit certains types de transport comme le laissez-passer mensuel puis des passages, soit sur l'ensemble des types de transport d'une société de transport. Sa principale caractéristique, c'est que c'est son critère universel de ressources financières basé sur un montant de revenus, évalué par des indicateurs. En termes plus simples, ça veut dire c'est adressé aux personnes à faible revenu. À faible revenu, c'est la quantité de ressources financières qu'on possède. Fait que pour les personnes qui sont vraiment pas, qui n'avaient jamais trop entendu ça parler avant, un petit exemple pour vous permettre déjà un peu mieux de conceptualiser. Au Québec, il y a un vrai programme de tarification sociale dans une ville, c'est à Gatineau. Il n'y en a pas vraiment d'autres ailleurs au Québec. Ça s'appelle le programme ECO. Fait que, comment ça fonctionne à Gatineau, c'est quand même un peu aussi un prototype. C'est pour ça qu'on vous en parle. Vous voyez à gauche, un peu, il y a les tarifs de base, du laissez-passer mensuel, puis des billets. Puis à droite, bien, les personnes qui participent au programme ECO ont une réduction de 30 sur leur laissez-passer, puis sur leurs billets. Fait que, tu sais, bon, Gatineau a choisi de donner des réductions sur 2 types. Fait que, ça correspond à notre définition. Un tarif réduit sur certains types de transport. Puis, on voit la grille en bas, c'est l'échelle. Bien, ça, c'est un peu l'échelle d'admissibilité pour les personnes à faible revenu. Fait que ça s'adresse, c'est un programme qui s'adresse aux personnes à faible revenu. Après, bon, on a choisi une mesure de faible revenu, puis qui est modulée en fonction de la taille de la famille, puis du lieu du lieu de résidence. Fait que ça, c'est un prototype de fonctionnement de tarification sociale. Je pense que ça peut être important de tout de suite spécifier en quoi est-ce que la tarification sociale se distingue un peu des autres mesures. Il y en existe d'autres, des mesures qui donnent des réductions là, sur les prix ou des choses comme ça. Mais il y a ces 2 principaux critères de différenciation, c'est l'universalité, puis 2, le critère de faible revenu. C'est-à-dire que la tarification sociale, elle s'adresse aux personnes qui vivent un obstacle financier à l'accès, donc les personnes en précarité financière. Fait qu'on voit un peu la ligne, si on y va en ligne, il y a aussi la distribution de titres réduits ou gratuits dans quelques endroits. C'est ce qui ça se fait présentement à Lévis, entre autres, qui s'adresse aussi aux personnes à faible revenu. On ne donne pas ça à n'importe qui dans la rue. La différence avec cette mesure-là, c'est le côté universel, c'est-à-dire que les distributions de titres, c'est à peu près impossible que l'ensemble des personnes en précarité financière accèdent à ça à l'intérieur d'un territoire, alors que la tarification sociale, ça fait partie de sa définition qu'elle est supposée être accessible à l'ensemble des personnes à faible revenu qui veulent s'en faire prévaloir. Puis, si on regarde la ligne en bas, là, il y a d'autres types de mesures d'accessibilité financière qui existent, par exemple, la réduction ou la gratuité de moments de faible achalandage, comme de dire, ben là, les soirs, là, après l'heure de pointe ou le dimanche, ben c'est gratuit ou c'est pas cher pour les gens. Tu sais, ça, c'est universel dans le sens que, tu sais, toutes les personnes qui veulent en bénéficier peuvent en bénéficier. Toutes les personnes qui veulent se déplacer dimanche peuvent il n'y a pas de contraintes, sauf que ça ne s'adresse pas a priori aux personnes à faible revenu. Fait que, c'est d'autres critères. Ça s'adresse aux personnes qui se déplacent lors des plages de faible achalandage. Puis la tarification solidaire, ça, c'est les réductions qu'on a déjà. C'est basé sur le statut, comme les aînés, comme les jeunes, les étudiants, c'est les principales réductions qui existent au Québec dans les sociétés de transport. Fait que les motifs sont divers. Des fois, c'est relativement de la solidarité sociale. Il y a certaines catégories de personnes qui peuvent avoir besoin d'un soutien financier. Mais ailleurs dans le monde, il y a peut-être il y a des critères des fois commerciaux qui rentrent en ligne de compte. Là, on donne des réductions aux touristes. Je pense qu'il y a une place que j'ai vue qui donne des réductions aux travailleurs de la santé, des affaires de main. C'est d'autres sortes de critères. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir peut-être des personnes en situation de pauvreté qui en bénéficient, mais ce n'est pas a priori destiné à ces personnes-là. Pour ça que là, on parle d'autres critères. Pour l'instant, ça va tout le monde, oui? Fait que, grosso modo, les avantages de la tarification sociale, c'est que ça remplit l'objectif que ça veut remplir, c'est-à-dire que ça permet effectivement d'augmenter la mobilité des personnes à faible revenu.
en leur donnant un meilleur accès au transport. Puis ça, bien, ça a d'autres effets positifs en cascade, c'est-à-dire bien, il y a une amélioration générale de la qualité de vie. Là. Tous les autres impacts qu'on vous a parlé en introduction, bien, ça a un impact positif sur ces situations-là difficiles, que ce soit bien, une pression moins grande au niveau des finances, une amélioration de la santé parce que meilleur accès aux services de santé, meilleur accès aux opportunités d'emploi, d'autres services pour se prendre en main, des choses comme ça, accès aux relations, on peut aller voir plus souvent la famille, aller aider sa maman qui ne va pas bien dans l'autre arrondissement, des choses comme ça. Puis, de façon générale, ben, ça permet une meilleure inclusion sociale. T'sais. Puis, les autres avantages desquels on parle un peu moins, c'est que les gens dans notre société ne sont pas susceptibles à chance égale d'être en situation de pauvreté. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus représentées dans les personnes en situation de pauvreté. Fait que, quand on apporte un support pour un support aux personnes pour avoir un meilleur accès au transport en commun, mais c'est sûr que ça a un impact sur les autres formes d'inégalité sociale. Entre autres, dans le projet Femmes et Mobilité, c'est sûr que ça a un impact sur les femmes, les minorités de genre, aussi pour les personnes en situation de handicap qui sont vraiment surreprésentées parmi les personnes en situation de pauvreté, les jeunes, les aînés, les immigrants et immigrantes, aussi les minorités visibles. Fait que ça a des effets bénéfiques en cascade. Puis aussi, mais c'est que ça vaut quand même la peine d'être nommé. C'est quand même quelque chose qui commence à être documenté dans la littérature. C'est que ça fait une augmentation, ça permet d'améliorer la santé physique des gens au-delà de l'accès aux services médicaux. C'est-à-dire que je vous ai parlé des personnes qui sont très peu mobiles, qui sont beaucoup enfermées dans leur pâté de maison, mais la littérature montre quand même que quand que les gens des gens qui sont peu mobiles, qui se mettent à prendre l'autobus, bien, il faut marcher pour aller prendre l'autobus, il faut marcher pour débarquer de l'autobus. Fait qu'il y a une activité physique qui est générée, puis ça a un impact positif pour la santé. Fait que, ça fait que c'est quand même les réflexions sur l'accès au transport en commun doivent aussi être incluses dans les réflexions sur les transports actifs. Ce n'est pas deux réalités complètement séparées. Enfin, la tarification sociale, ce n'est pas non plus juste une idée qui est sur papier, qui a été pondue par des universitaires. Ça existe dans au moins une vingtaine de villes et de régions au Canada. Je vous ai fait une petite carte maison pour vous montrer un peu. Fait qu'on voit quand même, c'est intéressant. Au Québec, Gatineau est la seule ville, mais on voit quand même que dans certaines provinces, c'est assez répandu. Là. Rapidement, je vais vous les nommer. Là. En Alberta, il y a Banff, Edmonton, Calgary. En Saskatchewan, il y a Prince-Albert, Saskatoon, Moose Jaw, Regina. Au Manitoba, il y a Winnipeg. En Ontario, il y a vraiment plusieurs villes qui ont adopté ça. Windsor, Waterloo, Guelph, la région de Peel, Hamilton, la région de Halton, la région de York, Toronto, Kingston, Ottawa, à Québec et Gatineau. Puis bon, il y a Halifax qui est un peu en italique parce que ils ont un programme de tarification sociale qui correspond à tous les critères sauf un, c'est-à-dire qu'ils ont une limite de nombre de personnes admissibles, qui est quand même 2000, ce qui est quand même pas rien. Je n'ai pas mis d'autres programmes qui étaient beaucoup moins généreux, mais quand même, c'est une grosse limite, entre guillemets. Puis, il y a des initiatives d'intérêt qui ne sont pas comme telles des programmes de tarification sociale, mais qui s'en rapprochent. On va les voir un petit peu plus loin. Puis, ben, vous voyez qu'il y a des villes qui sont plus petites, il y en a qui fonctionnent un peu comme des MRC, là, en Ontario, les municipalités régionales. Fait que, il y a des moyens aussi pour les plus petites communautés d'avoir leur programme de tarification sociale. On a des villes de la grandeur de Québec, des villes de 1 million et plus. Fait que c'est pas. Il n'y a pas il n'y a pas un idéal type de ville par rapport à d'autres. Toutes les villes peuvent avoir leur programme de tarification sociale. T'sais. Puis, pour faire l'histoire courte, là, il y a peut-être 3 épicentres au Canada là, de tarification sociale. Il y a Calgary, on va y en revenir, au début des années 2000. C'est le premier programme de tarification sociale. En Saskatchewan, ce qui est particulier aussi au début des années 2000, c'est que ce que j'ai pu comprendre, c'est que la province a mis, c'est le seul endroit, là, c'est la province a rendu disponible des fonds pour financer l'accessibilité à la mobilité, puis il y a des villes qui s'en sont prévalues. Puis, ben, en Ontario, là, il y a comme un gros spot rouge. Là, dans ce coin-là, il y a des villes qui ont commencé plus ou moins en même temps à réfléchir sur la question. Puis après, ben, au début des années 2000 aussi, 2010, puis à un moment donné, il y a eu comme un effet d'entraînement géographique, de domino. Les villes se sont informées les unes des autres. Puis ça a commencé après à s'étendre rapidement un peu comme ça au Canada. Puis c'est ça, on est rendu à une vingtaine de villes dans les provinces surtout centrales, là, ce qu'on peut voir. Là.
Ensuite, comment ça fonctionne? Maintenant, on sait c'est quoi la tarification sociale, comment ça fonctionne concrètement? On l'a dit, à qui ça s'adresse, les personnes qui vont bénéficier, c'est des personnes en situation de précarité financière. Fait que c'est absolument le premier critère là, pour pas mal toutes les programmes de tarification sociale, c'est être dans un ménage, c'est vivre dans un ménage à faible revenu. Là, je vous ai remis l'échelle de Gatineau là, qui est déterminée. Chaque société de transport ou municipalité fait sa propre échelle, choisit sa mesure de faible revenu, puis après, qui est adaptée au coût de la vie du territoire, puis on module en fonction du nombre de personnes dans la famille. Puis, grosso modo, souvent, c'est qui? C'est les prestataires de l'aide sociale, c'est les prestataires de l'assurance chômage, c'est les travailleurs, travailleuses à bas salaire. Ça peut aussi être les itinérants, les itinérantes, puis aussi souvent il y a plusieurs programmes de tarification sociale qui incluent d'emblée les réfugiés, les demandeurs d'asile qui souvent arrivent ici avec peu de moyens. On voit ici dans la bulle à gauche, c'est écrit pour l'ensemble des services de transport. Fait que ça, c'est important. Les tarifications sociales, ça ne s'adresse pas juste aux utilisateurs des services réguliers, ça s'adresse aussi aux utilisateurs et aux utilisatrices du service de transport adapté. Puis, j'ai mis le transport sur demande, mais par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais à Québec, il va y avoir un service de transport sur demande qui va arriver pour les couronnes nord. C'est inclus aussi. Il n'y a pas de discrimination envers les différents utilisateurs et utilisatrices selon leurs besoins de service. Puis, enfin, à droite, c'est marqué « Possibilité d'intégrer des catégories d'usagers et d'usagères ». C'est-à-dire, souvent, les sociétés de transport actuellement ont déjà des tarifs réduits pour les étudiants, les jeunes, les aînés. Fait que souvent, quand il y a un programme de tarification sociale qui se met en place, ils ont deux choix. Soit, faire leur programme de tarification sociale puis garder les autres réductions, ou soit d'essayer de fusionner pour simplifier. Fait que, souvent, ils choisissent un ou l'autre. Mais on va voir dans le cas de Gatineau, c'est juste, les étudiants aux études de postsecondaire ont été intégrés dans le programme de tarification sociale. Les autres trouvaient ça plus simple de comme juste faire un programme pour plus de monde possible. Fait que, ça, c'est un peu, c'est des questions administratives qui viennent jouer là-dedans. Dans la gestion générale, comment ça fonctionne? Alors, souvent, soit on a quelqu'un qui gère le programme, une administration. Soit c'est la société de transport. Quelquefois, c'est un organisme à but non lucratif ou mandaté par une administration. Dans le cas, en Ontario, on voit ça quand même beaucoup, c'est soit les municipalités régionales ou les municipalités tout court. Puis ça, c'est beaucoup le cas quand que la ville ou la municipalité régionale a un programme général d'accessibilité financière à ces services. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, c'est-à-dire, par exemple, on veut rendre l'entièreté de la ville accessible aux personnes à faible revenu, puis là, on a un processus d'admissibilité générale, puis là, les gens vont pouvoir bénéficier, oui, du prix réduit pour le transport en commun, mais aussi, pour les camps de jour, pour l'accès à la piscine, pour les cours au centre communautaire, tout ce que la ville peut offrir à ses citoyens. Mais quand c'est souvent juste appliqué au transport en commun, mais là, souvent, c'est la société de transport qui se trouve gestionnaire de ça. Fait que comment ça fonctionne? Il y a un processus d'inscription qui est mis en place. Les gens doivent remplir un formulaire par écrit, puis l'envoyer par la poste, le soumettre en ligne. Ils peuvent le remplir en personne avec des agents, des agentes qui ont ce travail-là. J'ai mis téléphone en parenthèse parce que ce n'est pas nécessairement si fréquent, mais c'est quelque chose à penser si on veut garder ça accessible. Ensuite, les personnes s'inscrivent, c'est-à-dire qu'ils doivent amener des preuves de leur situation de faible revenu. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, il y en a quelques-unes, vous les voyez à gauche. Des avis de cotisation, les carnets de réclamation d'aide sociale, les preuves d'assurance chômage, les lettres d'un ou d'une professionnelle des services sociaux pour les personnes qui n'ont pas ces papiers-là d'une façon ou d'une autre, mais qui ont vraiment besoin de ce service-là. C'est quelque chose qui est fait à Calgary, entre autres, puis qui n'est pas seulement, mais entre autres, utilisé par les personnes en situation d'itinérance, effectivement, qui n'ont plus d'avis de cotisation depuis de nombreuses années. Des documents de demandeurs d'asile. Encore là, c'est des exemples de preuves, mais encore là, plus un programme de tarification sociale est bon, plus il est capable de prendre en considération les différentes situations des personnes en précarité, puis d'exiger des preuves différentes qui va faire en sorte qu'il va y avoir personne qui va être laissé au bout du compte dans le processus d'admissibilité.
Puis après, ben, comment ça se passe? Ben, l'administration qui gère le programme vérifie les admissibilités. Je suis un peu moins au courant de comment ça fonctionne. Je pense qu'il y en a qui s'y mettent plus d'étapes, d'autres moins. Fait que, il y a moyen de simplifier ou de rendre. Il y a des processus qui sont plus simples ou plus compliqués selon. Puis après, ben là, il y a l'admission, c'est-à-dire que les personnes ben, sont admises. Puis d'un coup, que les personnes sont admises, en fait, ben là, elles sont intégrées vraiment au système du transport en commun, puis elles n'ont plus affaire avec l'administration. C'est vraiment la particularité de la tarification sociale, c'est que tout se passe au début. Une fois après, bien souvent, les personnes reçoivent une carte à puce avec comme le code de leur statut particulier. Comme les étudiants, les aînés ont comme un code dans leur carte à puce. Mais par exemple, comme à Gatineau, les personnes n'ont pas, c'est pas écrit sur la carte des bénéficiaires d'une tarification sociale, puis il n'y a pas de lumière jaune ou de signal sonore différent. Fait que les gens ont vraiment la même carte que les personnes qui ont un statut régulier. C'est juste que dedans, quand ils vont faire l'achat, ben, dans un point de service quelconque, là, au dépanneur, n'importe quoi, ben là, c'est le prix, c'est le prix réduit qui va s'afficher plutôt que le prix régulier. Fait que les personnes sont détenteurs de leur carte, on leur demande de ne pas la partager, c'est valide. Habituellement, le processus d'admissibilité, c'est bon 12 mois. Puis les gens, ben, selon les endroits, ben, la réduction qu'on leur offre habituellement, c'est 30 à 50 %. Des fois, ça va plus autour. J'en ai vu quelques-uns que c'était 60, j'en ai vu une que c'était 20, c'est très variable selon les endroits. Les personnes peuvent avoir accès à des réductions sur les laissez-passer mensuels. Absolument, c'est la base. Dans plusieurs programmes de tarification sociale, les gens peuvent avoir accès sur un tarif réduit sur les passages. Puis aussi, puis peut-être dans certains cas aussi sur l'ensemble des titres offerts par les sociétés de transport. Il y a des sociétés de transport qui ont plus de titres que d'autres, ça dépend. Puis, ben, comment ça fonctionne? Ben, les gens se présentent dans les mêmes endroits que n'importe qui va acheter son titre d'autobus, les dépanneurs, les épiceries, bon, là où on peut acheter des titres avec les mêmes modes de paiement que les titres réguliers. Fait que, il y a vraiment, une fois que les gens ont leur carte encodée, le processus, les gens rentrent dans le système et fonctionnent exactement comme tout le monde, puis deviennent un peu anonymes. C'est comme ça que ça fonctionne, la tarification sociale. J'espère que c'est relativement clair. Après, le reste de la présentation, c'est plus pour voyager un peu dans les différents systèmes de tarification sociale pour se faire encore une tête un peu plus remplie puis d'explorer certains types de questionnements qui sont souvent posés. Fait qu'on va voir d'abord quelques exemples de tarification sociale. L'idée là-dessus, c'est de vous présenter des trucs inspirants que certains endroits ont été faits d'un côté, puis de l'autre, ben, on a les initiatives d'intérêt qui sont au Québec, qui ne sont pas comme tel des programmes de tarification sociale, mais ça peut être intéressant de voir un peu plus qu'est-ce qui se fait proche de chez nous aussi. D'abord, Gatineau, Ottawa, je vous les présente parce que c'est un peu les prototypes vraiment de tarification sociale. La plupart des programmes de tarification sociale sont basés comme ça, c'est-à-dire qu'on a des tarifs réduits sur le laisser-passer, sur les billets d'autobus, mais on voit Ottawa et Gatineau, c'est des villes voisines, mais ils n'ont pas du tout, ni le tarif régulier, ni le tarif réduit ne se ressemblent. Gatineau, de son côté, offre une réduction de 30 %. Ottawa offre une réduction d'un petit peu plus de 50 %. Les deux programmes ont été implantés dans les mêmes années aussi, 2018-2017. Ce qui est particulier avec Gatineau, puis ça, je pense que ça devrait être plus connu, c'est que dans la majorité des programmes de tarification sociale au Canada, souvent, c'est quelque chose qui vient du milieu communautaire. C'est vraiment de dire, un peu comme le TRAC, là, de dire l'accessibilité financière, c'est un problème, il faut faire quelque chose, puis on va de l'avant. Dans le cas de Gatineau, c'est assez particulier parce que c'est une idée qui avait été relativement portée dès le départ, soutenue par la société de transport, puis elle a collaboré avec les acteurs et les actrices du milieu communautaire pour mettre ça en place. Fait qu'il y avait un côté de leadership de cette société de transport-là, puis c'est vraiment je pense que c'est à souligner davantage là, à travers le Québec. C'est vraiment reconnu dans les gens du milieu qui travaillent sur les questions d'accessibilité à la mobilité. Dans le cas de Gatineau, c'est un programme mixte, c'est-à-dire que c'est à la fois les personnes à faible revenu puis les nouvelles arrivants qui sont admissibles, mais on a aussi intégré les étudiants et étudiantes à temps complet dans les établissements postsecondaires.
Alors qu'à Ottawa, de l'autre côté, on voit que les étudiantes ne sont pas là, les aînés non plus. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de droit à des réductions, c'est juste que Ottawa a préféré faire plusieurs programmes séparés de titres réduits. Puis bon, puis chaque catégorie a sa propre réduction. Un exemple intéressant que vous avez peut-être entendu parler, sinon qui est vraiment à connaître, c'est l'exemple de Calgary. On y revient d'abord parce que c'est la ville pionnière en la matière au Canada. Fait que ça a été implanté en 2006 suite à un projet pilote. Puis selon les années, la réduction était entre 50 et 56 Ce qui est à savoir, c'est que ça a été issu d'une forte mobilisation communautaire depuis les années 90 de façon plus générale sur l'enjeu du coût de la vie pour les personnes à faible revenu. Autre chose intéressante quand même à souligner, c'est qu'en 2008, il y a un organisme à but non lucratif, je pense que c'est un peu l'équivalent de Centraide, mais tu sais, je me garde une certaine réserve, là, quelque chose de semblable, a estimé que pour 1 $ investi dans le programme, la société en récupérait 12,25 $. C'était comme une sorte de retour social sur l'investissement. Puis c'est quoi? C'est le fait que là, les personnes ont des meilleures opportunités d'emploi, ils ont une meilleure qualité de vie, fait que tu sais, il y a peut-être pour des personnes qui sont un peu moins en situation de précarité financière, ça augmente leur pouvoir d'achat dans la ville, etc. Fait que, tu sais, il y avait envie de chiffrer ça, puis on fait des calculs pour ça. Puis, en fait, quelque chose d'autre qui est intéressant à souligner de Calgary, c'est qu'en 2017, ils ont instauré une tarification sociale par palier de revenus. Puis ça, c'est quoi, en fait? C'est plutôt que d'avoir une seule échelle, ils ont fait comme plusieurs échelles. Puis le but de ça a été, tu sais, c'est une faiblesse de la tarification sociale, on va y revenir à la fin, c'est que, tu sais, il y a peut-être des personnes admissibles à la tarification sociale, mais même 50 de rabais, peut-être que c'est pas assez pour tout le monde, c'est pas assez pour les personnes à très faible revenu. Tu sais, par exemple, à Québec, tu sais, c'est presque 90 $, payer 45 par mois, c'est encore trop cher pour des gens. Fait que, comment est-ce qu'on peut faire pour permettre que ce programme-là de tarification sociale réponde bien aux besoins de tout le monde? Mais tu sais, c'est une solution qui a été trouvée qui est très innovante, c'est-à-dire, pour les personnes à très faible revenu, on leur donne un rabais supplémentaire de 65 %, puis pour les personnes à très, très, très faible revenu, on leur donne vraiment un gros rabais. Fait que, tu sais, on essaie d'échapper personne. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant, puis je trouvais que ça valait la peine de vous le présenter. À Edmonton aussi, la cousine de Calgary, une implantation de la tarification sociale est arrivée en 2017. Eux autres sont allés dès le départ, 63 % de réduction, c'est quand même un gros montant. Puis, je n'ai pas trouvé l'année, mais eux autres, récemment aussi, ont implanté une tarification sociale basée sur le palier de revenus. On imagine que des fois, les proximités géographiques, ça permet de faire voyager des idées. Mais je voulais vous le présenter parce que c'est la réflexion inverse qu'ils ont eue. Eux autres, ils avaient déjà un pourcentage extrêmement intéressant là, de réduction, 63 %. Mais une autre faiblesse de la tarification sociale, mais c'est que les personnes ne sont pas admissibles parce qu'on sont comme juste au-dessus, peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de payer 100 % du tarif de transport en commun. Fait qu'eux autres se sont dit, bon, mais on va aller par le haut les personnes qui sont moins en situation de pauvreté, mais qui sont comme sont capables de subvenir à leurs besoins de base, mais ils n'ont comme pas plus de pouvoir d'achat, on va leur donner un coup de pouce. Fait que là, on va quand même leur donner une réduction de 50 %. Fait que, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir fait la réflexion dans l'autre sens. Puis encore là, c'était une mesure compensatoire qui permet de favoriser un plus grand accès au transport en commun. C'est vraiment ça l'enjeu. Puis, une dernière initiative par Edmonton qui vaut la peine d'être soulignée, c'est une mesure, vous l'avez en bas, là, le Providing Accessible Transit Here. C'est-à-dire, on donne quand même des laissez-passer mensuels gratuits aux personnes en situation d'itinérance ou au risque de l'être, c'est-à-dire des personnes qu'on croit qui vont, les processus d'admissibilité, des choses comme ça, c'est trop compliqué. Des personnes, on sait être en situation d'itinérance, habituellement, on porte un bagage qui est immense, puis peut-être que remplir des formulaires, on n'est pas là dans notre vie. Fait que ces personnes, on donne quand même accès au transport en commun à ces personnes, puis on leur donne aussi un levier de plus pour tenter de s'en sortir. Fait que, ça aussi, c'est intéressant à Edmonton. Puis on voit que c'est pas en opposition à la tarification sociale, c'est vraiment là, on met des bases pour que le plus grand nombre de personnes en situation de précarité financière puissent bénéficier du transport en commun. On va terminer du côté du Canada anglais avec Winnipeg. Winnipeg, ce qui est intéressant,
sais, des fois, il y a des politiciens qui trouvent que c'est une bonne idée, mais on va y aller par projet pilote. Winnipeg, ils n'ont pas fait de projet pilote, on va y aller par phase d'implantation. C'est-à-dire que la tarification sociale était déjà accessible à tout le monde, puis à chacune des phases, bien, on augmente le pourcentage de réduction. Puis, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le petit tableau à droite. Ce qui est intéressant avec Winnipeg, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire une initiative qui répondait comme il faut aux besoins de la communauté, puis donc en partenariat puis en concertation avec les stakeholders, c'est-à-dire les porteurs d'enjeux, les organismes puis les acteurs et actrices qui sont en interaction avec les personnes en précarité financière. Fait qu'ils ont vraiment fait un processus où on allait vraiment comprendre les besoins de la communauté, qu'on allait consulter les gens. On voit dans le tableau à gauche, là, les organismes communautaires pensaient beaucoup que le principal enjeu de la tarification sociale, c'est le processus, c'est la paperasse puis le processus d'admissibilité. C'est quelque chose qui doit être pensé par les acteurs et les actrices qui mettent en place ça pour que la mesure puisse effectivement atteindre les personnes qui en ont besoin puis puisse être efficace. Fait que, Winnipeg, et moi, je trouve qu'il est vraiment exemplaire à ce niveau-là, au niveau du processus de consultation puis de concertation avec le milieu. Puis on voit qu'il y a vraiment plusieurs allers-retours qui sont prévus dans les différentes phases. C'est-à-dire qu'à chacune des phases, on essaie d'ajuster le programme pour qu'il soit le meilleur possible. Puis là, c'est sûr que là, la pandémie est arrivée, fait qu'il manque un petit peu de mise à jour, mais jusqu'au printemps 2020, là, sur leur site Internet, on voit vraiment toutes les démarches, leurs rapports de consultation, les choses comme ça, qu'est-ce qu'ils allont faire. Fait que ça, c'est vraiment exemplaire d'avoir une mesure comme ça, que on voit que leur but, c'est de faire la meilleure mesure pour les personnes concernées. Ensuite, on va terminer avec le Québec, des petites initiatives que ce n'est pas de la tarification sociale, mais qui s'approchent parce que je pense que c'est quand même inspirant de voir ce qui se fait proche de nous. À Sherbrooke, en fait, eux autres, ils fonctionnent sur des projets de pilote depuis 2014. De 2014 à 2019, ils ont eu un projet de pilote de distribution de laissez-passer mensuel ou journalier là, à titre réduit. C'était destiné à plus de 4000 personnes. Puis bon, dans le rapport d'évaluation, l'organisme porteur a dit, là, il faut faire quelque chose de plus permanent. Il faudrait faire une tarification sociale. Puis là, depuis 2020, il y a un projet pilote de tarification sociale à Sherbrooke. Sauf que là, c'est 600 personnes qui peuvent bénéficier d'un rabais de 50 %. Puis c'est vraiment avec un organisme c'est un organisme communautaire, là, la SDC de Sherbrooke, qui gère ce projet-là. Ce n'est pas en partenariat avec la Société de transport, mais c'est quand on remplit les formulaires et tout ça, c'est avec eux que ça se passe. Ce n'est pas avec la Société de transport. Ensuite, à Alma. Alma n'a pas de service de transport en commun, mais ils ont un service de taxibus. Puis, encore une fois, c'est issu de la mobilisation du milieu communautaire. En 2015, ils ont instauré, ils ont permis aux prestataires de l'aide sociale de payer le même prix que les étudiants et les aînés pour avoir accès au taxibus. Ce n'est pas comme telle une tarification sociale parce que les personnes qui ont peut-être un revenu similaire, mais qui sont des travailleurs, des choses comme ça, ils n'ont pas accès. C'est quand même une tarification basée sur le statut d'être prestataire de l'aide sociale. Mais je pense que ça vaut la peine d'être souligné parce que ça répond quand même à des besoins d'une partie des personnes en situation de précarité financière. Alors voilà, on vient de faire le tour un peu des différents exemples. Encore une fois, est-ce que ça va, vous suivez? On serait rendu à la station 4. La station 4, c'est un peu les questions, au-delà de c'est quoi et comment ça fonctionne, un peu les questions qui nous restent par rapport à la tarification sociale, puis que nous, au TRAC, on se fait beaucoup poser, puis aussi les organismes ailleurs qui portent la tarification sociale se font aussi un peu poser. La première question qu'on se fait souvent poser, c'est la perception de la population. Les gens qui vont bénéficier de la tarification sociale, ça reste quand même un statut différent. Est-ce qu'il y a comme un effet de stigmatisation encore qui est là? À chaque fois qu'on pose la question aux personnes qui sont en situation de précarité, on leur dit, est-ce que vous trouveriez que la tarification sociale, ça serait stigmatisant? Puis, les personnes concernées nous renvoient un peu la question de dire que ce qui est stigmatisant, ce n'est pas la tarification sociale, c'est le fait de ne pas avoir accès au transport en commun. Puis, qu'est-ce qui est toujours stigmatisant? C'est d'avoir demandé des remboursements de transport aux services publics, aux organismes communautaires, parce qu'on n'est pas capable de se déplacer sans avoir un remboursement. Ce
qui est stigmatisant, c'est pas pouvoir prendre la bus dans une tempête de neige avec ses sacs d'épicerie, tout le monde nous regarde comme si on a l'air des fous, etc. C'est pas pouvoir profiter d'un festival ou des activités gratuites dans notre ville juste parce qu'on n'est pas capable de s'y rendre alors que tout le monde y va, puis tout le monde en parle, puis pas nous. Fait que, tu sais, au TRAC, on pense que c'est pas, la tarification sociale, elle n'est pas stigmatisante. Au contraire, elle permet de déstigmatiser les gens, puis aussi, si pour quelques personnes, ça peut être stigmatisant, les personnes ne sont pas obligées non plus de s'en prévaloir, de un. Puis de deux, ben, si on adopte un processus anonyme, comme à Gatineau, les gens ont la même carte régulière, ils n'ont pas de lumière différente, ils n'ont pas de tout ça, ben, ça permet encore une fois de ne pas stigmatiser les personnes qui en sont bénéficiaires. D'autres questions? On nous pose quand même, on en revient un peu plus avec les autres mesures d'accessibilité qui existent. En quoi est-ce que c'est mieux ou que c'est moins mieux que les autres? Je pense que la question est super légitime. Puis on a encore une fois posé la question aux personnes en situation de pauvreté, puis ça a été aussi posé à la Fondation du TRAC. Ça avait été des choses qui avaient été justement évaluées avec les personnes concernées de qu'est-ce qui est le mieux et qui répond le mieux à leurs besoins. Pour la distribution des titres réduits ou gratuits, un peu comme qui se fait à Lévis présentement, ben, on nous a dit ben, c'est encore humiliant de toujours avoir à demander pour quelque chose de gratuit auprès des organismes, même si leurs intentions sont bonnes. Puis aussi, ben, c'est moins accessible. Il y a quand même, il y a toujours des problèmes avec des nombres limités de titres. Souvent, il y a des nombres limités de points de chute d'organismes ou de places où on peut y aller. Souvent, si on n'habite pas à côté, il faut se déplacer pour y accéder. Il faut payer le transport. Fait que là, ben, il y a quelque chose de contre-productif où il faut demander des billets d'autobus gratuits, puis en même temps, il faut demander des billets pour se rendre pour demander les billets d'autobus gratuits. Les personnes en situation de précarité considèrent que ça crée aussi une forme de favoritisme auprès des personnes qui fréquentent les organismes versus les personnes qui ne sont pas dans le réseau des organismes communautaires. Puis, ben, tu sais, après, est-ce qu'il peut y avoir des questions d'une personne qui est bien connue a plus de chances d'avoir des billets versus une qui arrive d'une part, etc. Fait que c'est des questions qui sont posées. Puis, ben, aussi, on a posé la question aux organismes. Qu'est-ce que les organismes répondent? C'est que on est déjà assez débordé comme ça. Il y a beaucoup de problèmes dans la société avec la pandémie. C'est encore pire s'il faut gérer s'il faut gérer de la distribution permanente de billets puis de laisser passer, c'est quelque chose d'autre qu'on n'a pas envie de faire. Fait que grosso modo, ben, la distribution de titres, ben, c'est moins universel. Ça n'a pas le côté universel de la tarification sociale, dans le sens que ça ne s'adresse pas, c'est pas l'ensemble des personnes en situation de pauvreté qui vont y avoir accès. Il n'y a pas l'effet de normalisation et d'intégration au réseau du transport en commun parce que les personnes sont dans un réseau quand même à part. Là. Il n'y a pas le fait comme d'aller avec sa carte, aller acheter au dépanneur, des choses comme ça. Puis, ben, ça ne donne pas autant d'autonomie non plus aux personnes en situation de précarité. Parce que, ben, justement, quand il faut que tu te déplaces, il faut que tu penses aller à l'organisme, il faut que tu demandes, il faut que tu espères qu'il y a des billets, versus, ben là, tu as ta carte, tu es autonome, tu vas acheter tu dépends de l'heure d'ouverture du dépanneur, mais tu sais, c'est tout bon. Fait que c'est pas aussi autonome. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est par rapport à la réduction, la gratuité des moments de faible achalandage? Qu'est-ce que les personnes concernées, encore une fois, nous disent? Ils nous disent, ben, c'est correct de faire le dimanche ou les soirs de semaine moins cher ou gratuit, mais on a besoin de se déplacer au même moment que tout le monde. On n'est pas des personnes différentes. Une mammographie, tu ne fais pas ça le dimanche. Les entrevues d'embauche, la même chose, c'est penser le jour de la semaine. Puis de l'autre côté, ben, ce serait stigmatisant de toujours devoir négocier nos rendez-vous et nos activités en fonction des moments d'accessibilité. Si on reprend la madame du tricot au tout début, cette personne-là serait obligée de dire à ses amis, mais on peut-tu faire ça le dimanche plutôt que le samedi, parce que le dimanche, l'autobus, c'est moins cher. Ça met en position de vulnérabilité puis de dépendance des personnes par rapport aux bonnes heures d'ouverture. L'idée, ce n'est pas que la réduction ou la gratuité des moments de faible achalandage, ce n'est pas que c'est une mauvaise idée en soi, c'est que ça ne répond pas aux besoins des personnes en situation de précarité financière. S'il y a des sociétés de transport qui veulent le faire pour augmenter l'achalandage de certaines heures, elles peuvent le faire, mais il faut que ce soit considéré comme une mesure qui s'additionne à la tarification sociale et pas une mesure qui remplace en aucun cas la tarification sociale. Enfin,
Est-ce qu'il y a des inconvénients à la tarification sociale? Oui, il y en a bien sûr. C'est bon, c'est pas une mesure qui est parfaite. Quoi qu'elle peut, il y a des tarifications sociales qui sont meilleures que d'autres. Un des inconvénients, c'est qu'elle ne règle pas l'entièreté du problème d'accessibilité au transport en commun. D'abord, il y a des gens qui seraient admissibles, qui n'ont pas davantage de la capacité de payer le prix réduit. Puis c'est pour ça que je vous ai présenté, entre autres, l'initiative de Calgary, la tarification sociale par palier permettait d'essayer d'étirer le plus l'accessibilité pour les personnes à très, très faible revenu. D'un autre côté, il y a d'autres personnes qui sont juste au-dessus du seuil d'admissibilité, donc qui ne peuvent pas y avoir accès, mais le prix régulier n'est pas accessible pour autant. Puis c'est pour ça aussi que je vous ai présenté la mesure de Edmonton, qui, au contraire, essaie d'étirer dans l'autre sens pour permettre de rejoindre les personnes qui sont en voie de sortie de la pauvreté, de leur donner l'accès au transport en commun plutôt que de tout de suite les jeter dans la dépense complète. Fait que, c'est des inconvénients de la tarification sociale. Il y a des mesures pour compenser, mais il faut quand même en être conscient. Un autre gros inconvénient de la tarification sociale, c'est qu'il y a un processus d'admission qui vient avec. Fait que c'est une administration de plus. Elle peut compliquer ou être un obstacle pour l'accès à la mesure même. Si ce n'est pas accessible, si les preuves ne sont pas bien pensées, ainsi de suite. Pour les sociétés de transport et les municipalités, c'est vraiment vu comme un gros inconvénient dans le sens que ça représente une partie non négligeable du coût de la mesure. On va voir la question du coût tantôt, mais une partie du coût de la mesure, c'est payer des gens pour vérifier l'admissibilité des personnes qui pourraient être admissibles. Ensuite, puis on peut joindre à ça le fait que pour l'instant, le gouvernement du Québec ne veut pas collaborer beaucoup pour faciliter ça, pour donner du lousse aux municipalités pour simplifier le processus. Puis, bien sûr, il y a un processus d'admission, puis absolument, une personne n'est pas éternellement, fait pas éternellement partie du programme, fait que c'est à recommencer après généralement un an, là, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est des inconvénients qui existent pour faire la tarification sociale. Puis si vous voyez à gauche, il y a comme des facteurs clés qui font en sorte que c'est beaucoup au niveau des modalités de la mesure qui permet de faire en sorte qu'une mesure va mieux répondre aux besoins ou non des personnes qui ont besoin d'avoir un accès au transport en commun. Puis elle va être, puis sur le plan de l'administration, ce qui va faire en sorte que l'administration va être capable de mieux porter cette mesure-là. D'abord, il y a le pourcentage de réduction. Plus il est élevé, plus on a... Au TRAC, on considère que c'est 50 % le minimum. Là, une réduction de 20 ou 30 % ce n'est pas suffisant, étant donné les prix actuels du transport en commun. Le choix de la mesure de faible revenu. Je vous en ai nommé des tonnes. Là, je ne suis pas une spécialiste des différentes mesures de faible revenu, mais plus on prend une mesure qui est généreuse dans sa compréhension de la pauvreté, plus on va vraiment avoir la chance de vraiment atteindre l'ensemble des personnes qui ont des besoins en termes d'accessibilité au transport en commun. Un autre facteur clé, c'est l'accessibilité générale du processus d'admission. Ensuite, la présence de mesures compensatoires. Bon, je vous ai parlé de la tarification par palier, la distribution de laissez-passer pour les personnes en situation d'itinérance. Ensuite, utiliser les installations existantes. Ça ne sert à rien de créer des nouveaux points de service pour seulement gérer les demandes d'admissibilité. Pour les sociétés de transport ou les municipalités, c'est là où elles ont un gain à faire. C'est vraiment d'utiliser les points de service habituels. Les bureaux à Québec, c'est les bureaux d'arrondissement qui gèrent aussi d'autres types de demandes citoyennes, etc. Fait que d'utiliser ces installations-là qui sont aussi connues par les citoyens et citoyennes. Fait qu'il y a pas d'apprentissage de quelque chose de nouveau aussi pour ça. Puis, en fait, là, je vous avais présenté l'exemple de Winnipeg, l'implication du milieu dans la conception de la mesure, puis dans la rétroaction sur la mesure, puis un peu la transparence des administrations par rapport à ça. Fait qu'habituellement, c'est des mesures clés qui font en sorte qu'il y a des tarifications sociales qui sont très bien réussies, puis d'autres que c'est mieux que rien, mais que ce n'est pas les exemples qu'on va montrer dans une présentation comme ça, par exemple. Alors, on achève. Une autre question des fois qui nous sont posées, qu'est-ce qu'on fait? La plupart au Québec, c'est aussi comme ça, au Canada, les étudiants, les jeunes et les aînés ont déjà des réductions. Qu'est-ce qu'on fait?
la plupart des ça, je pense que la majorité, là, ils abolissent pas là, les autres réductions. Là, les aînés et les jeunes, les étudiants continuent d'avoir droit à leur propre réduction. Soit ben, on fusionne avec la tarification sociale, fait que là, ben, ça fait un programme mixte. Soit ben, on fait comme Ottawa, puis on garde nos différentes catégories de programmes. Puis le cas, je vais vous le mentionner quand même, McKinston qui a décidé juste que ben, les jeunes et les aînés ont droit à une tarification sociale en plus de leurs revenus. Fait que, il y a toutes sortes de modèles qui existent. Puis bon, ben, pour les jeunes et les aînés qui sont admissibles à la tarification sociale, ben, ils ont un certain pourcentage de réduction sur leur tarif déjà réduit. Fait que là, ben, aux autres, au total, ils ont une réduction sur le prix de 60 par rapport bon, des adultes de 25 à 64 ans qui, eux autres, ont une réduction de 50 Fait qu'il y a différents modèles qui existent. Puis, ben, enfin, le dernier point, la question du coût et du financement. Combien ça coûte? Comment on fait pour financer ça? Combien ça coûte? C'est extrêmement difficile à dire parce que, tu sais, il y a déjà des évaluations qui ont été faites des différents programmes de tarification sociale. Puis, il n'y en a aucune qui coûte le même prix. Puis, on ne peut pas juste dire, ben, on ne peut pas juste équivaloir ça à la quantité de personnes qui habitent sur notre territoire. Là. Fait que, tu sais, pour vous donner dans le coin gauche, Gatineau qui dit que en 2019, après un an, elle a dit que ça lui avait coûté 98 000 annuellement. Puis dans le coin droit, il y a Calgary qui a dit que ça coûtait 2,5 millions. Fait que, on n'est pas du tout dans le même. Puis la population de Calgary est seulement 4 fois plus élevée, je pense, que Gatineau. Fait que, c'est pas 4 fois plus. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent en jeu. Il y a le pourcentage de réduction, la quantité de personnes qui vont finalement s'en prévaloir, le processus d'admissibilité, plus c'est compliqué, plus c'est simple, ça fait une différence. Puis après, ben, il y a aussi à l'intérieur des administrations, comment elles calculent ce que ça coûte un programme. Ils n'ont pas les mêmes calculs, fait que ça ne fait pas la même chose. Fait que c'est extrêmement difficile de faire valoir ce que ça coûte comme tel. Parce que, alors, on ne va pas vous donner le chiffre de combien ça coûte à Québec ou ailleurs. C'est un exercice auquel on est incapable et on n'a pas les compétences pour. Ce qu'on voudrait seulement vous spécifier, c'est que, oui, ça coûte quelque chose, mais c'est important de se rappeler que la mesure ne se traduit pas à 100 par un manque à gagner. Je vous ai mis le petit encadrant en Gatineau, là, mais ailleurs, parce que les autres, ils ont pris le temps de faire vraiment un bon bilan. Ce n'est pas le cas de partout ailleurs, là, mais on a vu qu'après un an, ben, il y a 26 des personnes qui bénéficiaient du programme qui étaient des nouvelles personnes utilisatrices, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais encore investi d'argent dans le réseau de transport en commun. Fait que là, ben, pour le quart des personnes donc, qui ont bénéficié du programme ECO, c'était un gain de revenus et non une perte de revenus. Ensuite, on a le tiers des personnes qui avaient bénéficié de la tarification sociale, qu'eux autres, c'était déjà des personnes qui utilisaient le transport, mais ils ont eu une utilisation accrue du transport en commun. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut comprendre que, ben, si moi, dans mon mois, j'ai 40$ pour me déplacer, c'est ce que j'ai, ben, si sans tarification sociale, ben, je vais faire, je sais pas, moi, je vais faire 20 déplacements, puis là, ben, avec une tarification sociale, ben, là, je peux en faire 50 déplacements parce que là, ben, j'ai droit à un laissez-passer. Fait que là, faut vraiment faut vraiment se mettre dans la vie, se mettre dans la peau des personnes en situation de pauvreté. C'est vraiment, moi, j'ai tant d'argent pour mon déplacement, j'en ai pas plus, puis je fais X déplacements en fonction de ça. Fait que, on voit là, le 26 et le 32 pour la première année, c'est 58 des personnes pour qui ça ne représentait pas un manque à gagner pour la ville de Gatineau. Fait que, c'est quand même. Fait que, est-ce que ça se traduit par un manque à gagner? Oui, mais 100 non. Fait que c'est de ça qu'il faut se rappeler. Puis il faut se rappeler que je vous l'avais dit un peu plus tôt, il y a une partie du coût de la mesure qui c'est non négligeable, c'est lié au processus de vérification d'admissibilité. Payer des gens pour checker des preuves, puis faire de l'accueil, etc. Fait que, ça, c'est la première chose à prendre en compte. Ensuite, le deuxième point, on aimerait vraiment beaucoup insister là-dessus. C'est-à-dire, ben, les droits de la personne et la qualité de vie élémentaire des gens, c'est fondamental. À Québec, par exemple, on ne se demande pas combien la Ville de Québec, elle perd à donner des rabais pour les personnes aînées. On considère que les personnes aînées, ils ont contribué, la plupart ont contribué à leur société. Elles sont, selon leurs conditions physiques, certaines sont dans un état de vulnérabilité, ils commencent à avoir des augmentations de coûts liés à des besoins de soutien, d'état de santé. Fait que, ben, ça fait partie du service qu'on offre aux aînés, c'est normal. Fait que, on ne parle pas
c'est très sain de se poser des questions sur le financement quand on parle d'investissement d'infrastructures, des activités, des festivals, des gros programmes, des choses comme ça. Mais là, quand on parle des droits de la personne, puis de la qualité, on parle d'être capable d'aller à l'hôpital, des choses comme ça. On pense que ça devrait être compris comme une dépense courante, puis que de ne pas attendre d'avoir ne pas attendre de dire, ben là, il faut un programme spécifique pour financer ça. On pense que c'est quelque chose qui doit être absurde, qui doit être comprise comme une dépense courante, puis après, ben, la ville, dans son ensemble, est capable de réfléchir à l'ensemble de ses dépenses, de ses revenus pour être capable d'absorber cette dépense-là. Puis, enfin, on veut quand même spécifier qu'il y a plusieurs effets positifs inattendus. On parle, encore là, c'est difficile à savoir à la grandeur de la ville de Québec, dans chaque communauté, comment ça va se passer. C'est sûr qu'à Québec, on parle de pénurie de main-d'œuvre, entre autres, pour ce qui est les travailleurs, travailleuses au salaire minimum. Puis on vous a dit qu'il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils refusaient des emplois parce qu'ils n'étaient même pas capables de se rendre. Est-ce que ça va régler toute la pénurie de main-d'œuvre? Bien sûr que non. C'est un problème qui est vraiment sociétal. Mais est-ce que ça peut faire partie de l'équation? Certainement pour combien, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça peut faire partie de l'équation. Il y a certaines sociétés de transport, c'est le cas par exemple à Québec, il y a de la misère à avoir des gens sur leur parcours, entre autres des parcours de quartier ou sur certains soirs de semaine, des choses comme ça. Est-ce que ça peut augmenter l'achalandage? Certainement. Combien? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que ça a des effets inattendus, positifs. Alors voilà, on arrive vraiment à la conclusion de notre petite activité d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez beaucoup appris. Fait qu'on revient, j'ai deux petites affaires pour conclure. On a d'abord l'accessibilité financière au transport en commun. C'est la raison pour laquelle on parle de tarification sociale aujourd'hui. C'est un enjeu qui s'inscrit dans trois grandes mouvances, on peut le voir comme ça. D'abord, je pense que notre société devient de plus en plus sensible aux impacts du coût de la vie, principalement pour les personnes à précarité financière. Là, on a eu des débats électoraux, on a parlé du coût de la vie, des choses comme ça, mais les personnes qui sont en situation de précarité, c'est les premières qui vivent les impacts du coût de la vie, puis la nécessité pour notre société d'intervenir comme il faut pour soulager les personnes qui peuvent vivre ça. Ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus sociétale sur la mobilité, le transport. Là, on a des grandes conversations sur le transport dans différentes villes. Mais c'est sûr que l'accessibilité au transport en commun, ça doit faire partie de ça. On ne peut pas réfléchir à la suite. On ne peut pas réfléchir seulement au métro. Est-ce qu'on veut un métro ou un tramway? Puis les personnes, nous, au TRAC, les personnes nous ont dit, mais on s'en fout, on ne va pas être capable d'embarquer dedans, à quoi ça sert? Fait que c'est sûr que c'est important d'intégrer la réflexion sur l'accessibilité, la capacité d'embarquer dans le transport en commun à travers nos autres réflexions sur la mobilité et le transport. Puis enfin, ça s'inscrit aussi dans la mouvance que l'on comprend mieux le transport en commun comme un service public essentiel. C'est pas juste un service d'appoint pour les personnes qui, leur voiture ne fonctionne pas ou qui veulent bien faire pour l'environnement. Il y a des gens qui dépendent de ça pour se déplacer. Puis que justement, comme la mobilité, ça permet la réalisation des droits de la personne. Mais le transport en commun, c'est le moyen par lequel on peut donner un accès à la mobilité à l'ensemble de la population. Après, les gens peuvent choisir d'utiliser un autre moyen de transport si elles y ont accès, mais il faut au moins offrir de base un moyen de transport à tout le monde. Puis, la tarification sociale, c'est la solution qui est privilégiée de façon générale par les personnes à faible revenu. Puis aussi, on voit que c'est le moyen majoritairement choisi par les villes présentement au Canada qui ont adressé l'enjeu de l'accès à leur transport en commun. Puis, je vous ai mis à gauche, là, il y a quand même 3 directions de santé publique là, au Québec qui se sont prononcées pour la tarification sociale du transport en commun, fait que c'est aussi à prendre en compte. Eux autres sont arrivés, ils ont recommandé ça à leur autorité régionale ou à leur ville dans différents mémoires, des choses comme ça, là, mais puis dans la capitale nationale, on a notre direction de la santé publique qui s'est positionnée pour. Puis ça arrive de où, ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez la petite épinglette du docteur Arruda, c'est le milieu de la santé commence à avoir une réflexion sur les déterminants sociaux de la santé. Puis la santé, c'est pas juste une maladie, c'est pas juste créé par une maladie qui arrive, mais il y a des conditions de vie qui peuvent favoriser ou défavoriser un bon état de santé. Puis les directions de santé publique sont alertes par rapport à ça. Puis le manque d'accessibilité au transport, mais ça fait partie de l'équation. C'est pour ça, entre autres, que ces 3 directions de santé-là ont osé parler
des inégalités d'accès au transport en commun, puis ont recommandé la mise sur pied d'une tarification sociale sur le revenu. Fait que, voilà, on a fait le tour.